Et du coup, vous faites quoi si... Moi, je suis dans la recherche sur les addictions. Ok. Donc, j'ai fait neurosciences et maintenant, je suis en psycho. T'as fait un doctorat, du coup? Ouais. Et Loïc, il a fait un master de neurosciences avec moi. Ok. Et après, il a fait un deuxième master dans les dispositifs médicaux. Et maintenant, il est consultant dans le biomédical pour les boîtes qui veulent mettre sur le marché des dispositifs médicaux. Ok, donc sur les deux, c'est toi qui gagnes plus d'argent. Exactement. C'est exactement ça. Bien vu. Effectivement, moi, je fais des trucs qui ne rapportent pas d'argent, genre un podcast, de la recherche publique. Oui. On était déjà ensemble à la fac et c'était un peu des objectifs, quoi. C'était, elle veut faire de la recherche, on sait que ça va être la galère, donc moi j'ai essayé de trouver un métier qui donne le plus d'argent possible sans finir dépressif. Parce que c'est quand Ouais, même, dans les deux cas. Oui, tu peux aussi ne rien gagner et être dépressif, ça, Oui. malheureusement. Ça aide pas en général. Et... Ready Oui. Ouais, Ok. on va pouvoir y aller alors. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Je suis toujours accompagné de Laura Lambert, Bonjour. notre docteur spécialiste de tous les sujets. Exactement. Vraiment une pro de tout, je sais tout sur tout. Mhm. On est encore à Paris. Je sais Ouais. pas encore si, enfin, je sais pas si les deux épisodes Se qu'on suivent enregistre ou pas, ici on ou sait pas. pas. Mais on est toujours trop content d'être là. On enregistre dans des bonnes conditions en Ouais. plus. On est accueillis par Panthéon Assas qui nous prête des locaux gentiment. Et aujourd'hui, on est hyper content de recevoir Maëlys. Comment ça va? Très bien, merci. Trop bien. C'est la première fois que tu fais ça? T'es stressé? Ouais, un peu. C'est nouveau. C'est pas ce que étrange comme... Ouais, c'est ça. Ça change de d'habitude. Ouais, trop bien. On espère que tu vas kiffer l'expérience et que les éditeurs vont aimer cet épisode. Donc, je précise que tu t'appelles donc Maëlys Dupont de Dinchien. Tout le monde Maëlys a du Dupont mal. de Dinchien. Maëlys Dupont de Dinchien. C'est Ok. ça. Je pense que je l'ai. En vrai, 6 fois ça m'a pris, c'est pas non plus. Mais tout le monde. c'est Généralement, marrant. je réponds à Maëlys. Non, ça, c'est moi, c'est bon. Il y a une, Il y en a qu'une, c'est bon. c'est peut-être l'enchaînement de syllabes qui fait que ça rend difficile. C'est étonnant. Bon, bref. Donc, tu fais ta thèse à la Sorbonne Université, dans l'Institut des sciences de la Terre de Paris. Ton équipe, plus spécifiquement, c'est l'équipe pétrologie et géodynamique. C'est ça. Et donc, ta thèse, tu l'as fait sous la supervision de Hélène Balcon-Boissard et Caroline Martel. Si j'ai bien lu le petit paragraphe, moi aussi. Normalement, tu as soutenu il y a pas longtemps. Donc, Oui, tu es il y a docteur. 1 mois et demi. Voilà. Félicitations, donc. C'est une Effectivement, nouvelle docteur. important de le préciser. Merci. Pour C'est bon, avoir, vraiment, elle a échappé au tout. Vraiment. Oui, aux 3 ans et quelques mois, je suis allée au bout. Trop bien, mais on va pouvoir en plus avoir un détail approfondi des résultats peut-être, parce que des Ouais. fois c'est ce qui manque suivant quand on interroge les gens, Oui, j'imagine. donc trop bien. Donc avant de nous lancer dans ton sujet de thèse et de vous le lire tout simplement, on va d'abord revenir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant la thèse? Qu'est-ce qui t'a poussé à la faire? Voilà, Ok. c'est quoi ton historique? Vous voulez que je remonte jusqu'à quand? Alors, je suis née le... Pas trop loin, parce que nous on habite à Bordeaux, il y a le train qui arrive, donc mais bon, voilà. Le bac et après, Ouais, enfin, c'est ça. le Voilà. supérieur. C'est ça, à la fac, c'était quoi Ouais, tes sujets? c'est quoi les études que tu as faites? Est-ce que tu as fait tout droit ou est-ce que tu as fait des petits... Non, ouais, j'ai eu des petits changements de direction. Du coup, j'ai eu mon bac en 2015 à l'étranger et puis mes parents sont arrivés à Paris. Ok. Donc là, j'ai choisi de faire une prépa BCPST. Ok. J'aimais bien la biologie, j'aimais bien la géologie, mais sans plus. Ouais. Mais je voulais être vétérinaire ou faire de la recherche en biologie. Enfin, voilà, Ouais. je savais pas trop. Du coup, je suis allée à Janson-de-Sailly en prépa et j'y suis restée 1 an. 1 an et je suis partie, un commun accord avec Ok. la prépa. Je suis partie, c'est Sorbonne qui m'a récupérée juste après. Et en fait, pendant l'année de prépa, moi, ça n'a pas fonctionné.
Mais j'ai découvert que j'adorais par contre la géologie. Ok. Ouais, c'était très différent du lycée du coup, c'était pas... C'était très différent et en fait c'est assez drôle quand on me pose la question, mais avant je pensais pas que c'était un boulot. Enfin, on pouvait faire quelque chose en géologie. Pour moi c'était un passe-temps. Genre collectionner des cailloux quoi. Ouais, c'est ça, observer les volcans c'est joli, mais en fait il n'y a pas de métier. Enfin, je voyais pas ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai qu'avec des stages, j'ai vu que je pouvais faire potentiellement de la recherche en géologie et du coup je suis passée par la fac. J'ai fait ma licence en géosciences et alors là c'était qu'est-ce que je préfère comme domaine et là ça a été la grande question parce que moi j'étais fanat astronomie, planétologie et après j'aimais beaucoup le terrain. Donc la volcano, c'était aussi sympathique. Et parce que le terrain sur Mars, c'est un peu compliqué. C'est pas toi qui fais les prélèvements, quoi. Exactement, et ça a beaucoup compté par la suite, parce qu'il n'y avait pas de terrain. Et du coup, j'ai été accompagnée pendant ma licence déjà par Hélène Balcon-Boissard, qui était ma prof, qui m'a dit après de partir à l'IPGP, donc l'Institut de physique du globe de Paris, pour faire mon master, parce que là-bas, c'est un des rares masters où on fait de la volcanologie, mais pas que. Et du coup, je pouvais faire volcanologie et planétologie, avoir un diplôme de géologie générale. Ce qui permettait que je sois pas coincée dans une branche, parce que j'étais aussi un petit peu rationnelle sur les possibilités, la recherche. Donc, je voulais pouvoir me retourner si jamais ça marchait pas, si ça me plaisait pas. Donc, j'ai fait mes 2 années là-bas pendant le Covid. Donc, sympa. Ouais, c'était sympa. Mais j'y suis revécue et après, j'ai eu la chance de faire un stage de M2 donc à l'ISTEP avec Hélène Balcon-Boissard. Et normalement, c'était pour aider une thésarde qui terminait sa thèse et ils avaient un petit travail sur une petite partie sur les... En gros, ils étudiaient un autre minéral pour sa méthode. C'était censé être simple et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que prévu. Et du coup, de là, moi, j'ai dit, je veux bien faire une thèse. Elle m'a proposé une thèse. J'ai passé le concours de l'école doctorale. Ça a été un peu plus compliqué parce que j'ai pas eu la bourse tout de suite. Parce que j'avais pas un dossier en béton pour le master. J'ai eu aucun des concours. Ouais, j'ai quand même eu une thèse. Bah voilà, en fait, sur le moment, ça m'a fait un peu peur. Quand je lui ai présenté mon dossier, elle m'a demandé ce que j'avais fichu, vraiment avec mes notes. Mais en fait, j'ai eu le droit à une demi-bourse par un ANR, donc l'Agence nationale de recherche. Nationale de recherche, et une demi-bourse d'État qu'ils ont réussi à dénicher avec en fait une autre école doctorale qui l'avait pas donnée. Donc en fait, j'ai eu ma thèse tout de suite après. Donc ça, c'était génial. Pratique. Sans avoir été retenue pour le concours, du coup ? En fait, j'étais sur liste d'attente. J'étais la première sur liste d'attente, mais je ne l'ai pas eu directement. Ok, ça marche. Mais comme quoi, il faut garder espoir. Ouais, c'est sûr. Bout. Et je l'ai eu et j'ai commencé ma thèse donc, sur un sujet qui n'était pas le sujet final, qui était à la base vitesse d'ascension des magmas. C'est pas très loin. Avec la diffusion intracristalline et l'expérimental, ça c'est resté. Qui était mon sujet Enfin, c'est sur ça que je voulais travailler. Donc j'ai eu la chance, moi, de pouvoir avoir le sujet de mes rêves. Et après, ça a un petit peu bougé en fonction de aussi les demandes du laboratoire. Puis le reste, en fait, un peu de la vie, il y a des petits changements qui font que des fois, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Ouais, ça... Tu pars vraiment avec plein d'idées à la base et en thèse, tu te rends compte que tu vas restreindre tes questions de recherche très 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 vite parce que c'est pas faisable. Exactement. Dans les temps impartis. Oui, j'ai passé ma première année en fait à tester plein de méthodes, me dire à chaque fois c'est trop cool, je vais avoir mes vitesses, ça marche trop bien, et à la fin on était là mais il faut en choisir une, Maëlys. Ah d'accord. Donc le lithium. Ok, bah du coup on va embrayer sur le sujet. Ouais, moi je voulais poser d'abord des questions un peu générales parce que t'es la première thèse du coup en géologie. Ok. J'aimerais bien que tu me dises, ça comprend quoi comme discipline, la géologie ? Imaginons quelqu'un qui fait des études dans ce domaine-là. Si tu veux faire de la recherche dans ce domaine, tu peux faire de la recherche dans quoi ? Alors, en plus, il y a ce qu'on appelle les géosciences et la géologie. Donc les géosciences, c'est tout ce qui va se rapporter à la planète Terre. Donc ça va aller de l'océanographie à la géologie pure, donc étude des montagnes, des volcans, la chimie. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le surdomaine, la grande famille. Et dedans, il y a la géologie. Donc là,
Alors nous, on dit c'est un peu l'étude des cailloux à la base. C'est ce qu'on dit entre nous, mais c'est vrai. C'est l'image que j'en avais. Hein, exactement. Donc il y a généralement toujours un caillou dans l'équation, plus ou moins loin. Mais après, ça peut être très varié. Dans mon laboratoire, il y en a qui vont travailler sur la formation des montagnes, donc des chaînes comme les Alpes. Pourquoi on a des roches qui ont tels minéraux à l'intérieur. Donc ça peut être de la minéralogie. Après, on peut avoir quelque chose de très très chimique. Donc j'ai, par exemple, ma co-bureau, elle travaille sur plutôt les isotopes du coup, des isotopes d'oxygène et de soufre qui vont se former dans les panaches pliniens, donc lors des éruptions explosives, avec des éclairs volcaniques. Il y en a, ça va être plus de ce qu'on appelle la sédimentologie. Donc c'est l'érosion des reliefs qui va former par la suite par dépôt des strates de roches qu'on peut retrouver en Normandie, par exemple, qui est vraiment ces alternances de roches différentes, donc qui permettent de retracer par la suite l'histoire de la planète. C'est hyper vaste, la géologie. On peut faire de tout. Il y en a qui travaillent sur du très concret, le pétrole, les risques naturels comme les pluies, et du coup, tout ce qui va être inondation, glissement de terrain. Donc, dans mon laboratoire, on n'est pas deux à faire le même sujet. Il y a un peu les événements climatiques aussi, les tsunamis, tout ça. Exactement. Ça compte. Ça va être tout ce genre de choses. C'est très vaste. Mais c'est toujours rapproché à la planète Terre, à un caillou, un minéral. Un petit caillou. Il y en a toujours un dans l'équation. Et donc toi, ton sujet plus spécifiquement, donc ta thèse, c'était le lithium comme traceur de l'ascension des magmas, une approche couplant expérimentation et diffusion intracristalline. Donc, il est où le caillou ? C'est ça, là. Il n'y a pas le caillou dedans. Alors, dans le titre, il n'y a pas le caillou, c'est vrai. En fait, le caillou, il est à la base, c'est que dans ma thèse, moi, j'ai eu deux parties. En fait, il y a eu deux approches. La première, c'était, on travaillait sur des éruptions passées, donc celle de Santorin, et celle du Kizimen, donc c'est au Kamchatka, en Sibérie, donc en Russie. C'était au début, ma thèse, elle devait être sur ça, mais avec les événements, avec la Russie, on est passé sur Santorin. La Grèce, c'est plus sympa, de toute façon, pour visiter. Exactement. Donc les cailloux, ils viennent là, en fait, ça va être les produits qui sont issus de l'éruption, donc des éruptions explosives, parce que je m'intéresse particulièrement à celle-ci. Il y a deux types d'éruptions, c'est ça Oui, il va y avoir les effusives, donc c'est les coulées de lave, ce qu'on peut voir en Islande, à La Réunion, donc avec ces fontaines de lave ou ces coulées de lave, c'est assez beau, on voit bien le magma. Et après, on a la deuxième partie, le deuxième extrême, ça va être vraiment les éruptions explosives, donc plutôt avec ces grands, donc ce qu'on appelle les panaches pliniens, c'est ces grandes colonnes de cendres, de gaz très explosives qui vont s'élever. Faire un genre d'explosion. C'est ce qui a, par exemple, complètement détruit Pompéi. Donc ça, c'est typiquement le type de volcan que je vais étudier. Ok, donc dans ce type d'éruption, on ne verra pas apparaître des coulées de lave comme on se représente dans notre imaginaire Non, ça va être en fait le magma, donc la lave, elle est fragmentée en tout petits morceaux qui forment la cendre, et ce qu'on appelle les ponces. Donc c'est le produit volcanique qui est émis à ce moment-là, et c'est ce caillou-là que je vais étudier par la suite. Ça marche. Et du coup, contrairement à un volcan classique, il y a un peu une notion il pète d'un coup et tu sais pas forcément quand il va péter. Exactement, toute la problématique, elle est là. Autant les volcans effusifs, on a aussi du mal à prédire les éruptions, mais elles sont moins dangereuses finalement, hormis si elles sont mal localisées. Mais par contre, les volcans explosifs, si on est à proximité, donc par exemple quand les îles, c'est beaucoup plus destructeur. Et là, il y a toute l'histoire du timing qui va rentrer en jeu. Donc c'est savoir quand est-ce qu'il est actif, quand est-ce qu'il va rentrer en éruption et dans quel délai. Et alors là, c'est la problématique du moment actuellement. Si on reste dans la comparaison des deux, qu'est-ce qui va faire qu'un volcan il va être plutôt l'un ou l'autre ? C'est le climat ambiant ? Est-ce qu'il est plutôt au bord de l'eau ou au milieu des terres ? C'est quoi qui conditionne ça ? Alors, c'est ce qu'on appelle le contexte géodynamique. Donc, en fonction de l'endroit où il est sur la planète, on a la tectonique des plaques. Donc, on a des plaques qui vont soit se diverger, donc se séparer, soit se rencontrer, donc converger, donc ce qu'on appelle les zones de subduction. Et en fonction de ces contextes, on voit qu'on a du volcanisme qui est un peu différent. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a tout ce qui se passe en fait dans le réservoir.
Donc vous avez votre magma qui se génère, donc fusion de vos roches du manteau. Le magma va remonter dans la croûte, va venir se stocker. Et là, en fonction du temps de stockage, il évolue différemment. Okay. Et en fait, on dit, nous, qu'il se différencie. Et plus il va se différencier, donc évoluer, et en particulier gagner en gaz, en silice, plus il risque de donner une éruption explosive. Donc c'est déjà le deuxième paramètre, donc contexte géodynamique, après ce qui se passe dans le réservoir. Et après, il y a toute la phase d'ascension. Et là, c'est est-ce que vous arrivez à maintenir les gaz dans le magma ou est-ce que vous le dégazez comme une bouteille de champagne. Si on le dégaze, il n'y a plus de gaz, ça explose plus. Ouais. Si on le garde sous pression, eh bien, on a le bouchon de champagne qui explose à la fin et on a l'éruption explosive. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un rapide rappel de comment s'est constituée la planète, genre les différentes couches et où est-ce que ça se... Oui, est-ce que ça forme bien, la planète s'est constituée en enveloppe. Donc, vous avez le noyau, donc la graine au centre de la planète. Ensuite, on a ce qu'on appelle le noyau externe qui va être plus liquide. Donc, c'est le modèle actuel qui est admis, qui permet, entre autres, de former le champ magnétique de la Terre. Okay. Ensuite, vous avez le manteau. Donc, c'est la partie la plus importante de la planète. Donc, c'est constitué de roches ductile, donc c'est complètement rocheux, hein, c'est solide, mais à l'échelle des temps géologiques, c'est légèrement élastique et du coup ça fait bouger les plaques, donc la croûte qui est vraiment la partie superficielle de notre planète. Et le magma, lui, va se former généralement à l'interface entre le manteau et la croûte. Ok. Et c'est dû à quoi cette formation de magma ? C'est qui fait que ça fond à cet endroit-là. Bien là, ça va être on va dire des petites anomalies de température à certains endroits qui vont faire que la roche donc mère, qui est ce qu'on appelle une péridotite, c'est une roche verte, très jolie, qui va se mettre à fondre partiellement et à générer le magma. Cette anomalie, il y a plusieurs phénomènes pour le former. Soit vous avez une remontée de manteau à un endroit, donc avec la convection mantélique, qui fait que votre manteau il est plus chaud et il peut plus facilement fondre et du coup générer le magma. Soit autrement, vous ajoutez de l'eau à un endroit et vous abaissez ce qu'on appelle les températures de fusion de la roche et du coup vous générez du magma. Donc il y a plusieurs manières, mais généralement anomalie de température ou de l'eau. De l'eau, ok. Ça marche. Pour faire du magma, si tu voulais, mettez de l'eau. Exactement, c'est contre-intuitif, mais dans les zones de subduction, c'est ce qui se passe en fait. Ok. Et donc, comme on l'a vu, tu t'es intéressé à l'ascension des magmas, et là, vous avez choisi donc un potentiel traceur ou marqueur, donc c'est le lithium. Ouais. Donc, pourquoi vous en êtes arrivé à choisir cet élément ? C'est quoi son intérêt dans votre étude ? Alors, pourquoi on a utilisé cet élément ? Alors déjà, c'est un élément, ça fait une dizaine d'années qu'il est assez intéressant économiquement parlant. Ouais. Voilà, les batteries. Ouais, voilà, c'est les batteries, c'est donc intérêt économique et industriel. Donc ça permet d'avoir de l'argent dans la recherche. Ouais. Okay. Donc ça, c'était un intérêt numéro 1. Le deuxième, c'était aussi que c'était assez nouveau comme traceur. Et ça avait pas mal de potentiel. Au moment où j'ai commencé la thèse, on considérait que c'était un traceur qui était très fiable pour avoir l'ascension du magma. Et l'ascension du magma, c'est quelque chose de très rapide. Donc il nous faut un élément qu'on dit qui est très mobile, parce que ce qu'on utilise pour calculer des temps d'ascension, c'est un phénomène qu'on appelle la diffusion. Okay. Donc c'est le fait que quand il y a un événement perturbateur, vous avez des modifications de composition chimique qui vont survenir dans le milieu ou dans un minéral. Donc vous avez un gradient. Et ce gradient, il va vouloir se rééquilibrer au cours du temps. Parce que la nature n'aime pas qu'il y ait des déséquilibres. Ouais. Ça se fait à une certaine vitesse. Cette vitesse, elle dépend de la phase que vous étudiez et de l'élément que vous allez vous intéresser. Et donc le lithium, lui, il diffuse très rapidement. Donc il est très mobile. Et ça permet d'appréhender des phénomènes comme l'ascension du magma. Okay. Et il est présent dans quoi, le lithium, pour que tu l'étudies ? Alors, la plupart du temps, il est présent dans tout ce qui s'appelle saumure. Donc, c'est des fluides qui sont très riches en alcalins, en sel. Enfin, c'est là où on trouve le sel en particulier. Donc, on peut trouver du lithium. Après, le lithium, on le trouve en très petite quantité. Dans les volcans, je vais avoir quelques dizaines de ppm, voire centaines de ppm si j'ai de la chance.
Mais on a remarqué qu'ils se concentraient à certains endroits du fait de formation justement de saumure. Donc ça, c'est assez nouveau aussi. Donc le but, c'était d'étudier cet élément parce que là, on touchait on pouvait appréhender la vitesse de remontée, mais aussi voir si on avait des saumures dans le système, ce qui change pas mal de choses dans un volcan. Donc c'était une recherche un peu nouvelle. Ok. Donc ça a été... Est-ce que tu peux repréciser saumure du coup, parce que je suis pas sûr, j'ai compris que le lithium il était compris à l'intérieur, mais ça représente quoi? Parce que je me visualise pas. Alors, le saumure, la saumure, c'est un fluide, d'un liquide. Par exemple, vous allez trouver le sel marin dedans, dans les grandes baies où on extrait le sel. Ouais. Au niveau des volcans, ça va être plutôt... on ne peut pas l'observer, mais on considère que c'est un espèce de fluide supercritique, donc qui est à un équilibre très précaire, qui est très riche en eau, en éléments, donc en atomes, qui vont pas être tout à fait un gaz, pas être tout à fait un liquide, qui ont une espèce de... Ouais, ils sont pas dans un état très stable. Ouais, dans un état très stable. Et le lithium, il a tendance à aller dans cette phase-là. Ok. Et aussi pour faire le lien avec ce que tu disais, ça peut être facile d'utiliser l'intérêt de l'industrie pour le lithium pour financer des recherches, mais là où je vois pas le lien, c'est que vous présentez pas ça comme une extraction de lithium ou comment tu fais pour le valoriser Alors, le but, c'était... En fait, le sujet, il est parti vraiment de la volcanologie. Donc, pendant un an, en fait, j'ai étudié les différentes méthodes. Je me suis intéressée vraiment au lithium en me disant, ça, c'est nouveau. Ça a des belles promesses pour l'instant. Et en plus, il y a plein de choses qu'on ignore dessus. En particulier, le comportement du lithium entre les phases. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire toute une partie expérimentale pour mieux comprendre comment fonctionne le lithium en fonction de différentes phases, les phases gazeuses, l'eau, le liquide magmatique et les phases minérales. Et ça a un intérêt potentiel par la suite pour l'industrie parce que du coup, ils savent comment le lithium il va se répartir dans la croûte, où est-ce qu'on va préférentiellement le chercher, dans quels minéraux ou dans quel contexte, finalement, on peut le trouver plus facilement et pourquoi. Donc l'intérêt va être là. Je comprends mieux, ça marche. Donc dans le titre, on a fait le tour de l'ascension et du lithium et tu décris directement des approches que tu vas utiliser. Donc une approche couplant expérimentation et diffusion intracristalline. Donc on en a un peu parlé, tu as un peu parlé de la diffusion, donc je ne sais pas si c'était déjà intracristalline. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux pans? Alors, donc la diffusion, ça a lieu partout. C'est un phénomène naturel de rééquilibrage. Moi, je l'utilise dans les minéraux. Donc, c'est-à-dire que dans mes roches, donc dans mes produits éruptifs, donc je prends mes ponces, je vais les broyer et je vais extraire les minéraux dedans. Et ces minéraux, c'est des archives de tout ce qu'ils ont vécu quand ils se sont formés. Dès qu'ils se forment, ils enregistrent l'environnement dans lequel ils étaient. Donc, en fait, on peut les lire, un peu comme les cernes d'un arbre, et donc retrouver finalement tous les processus et les événements qui ont lieu à l'intérieur de la croûte et qu'on ne peut pas voir. Et le lithium, il s'intègre dans ces minéraux. Et du coup, comme il se rééquilibre au cours du temps et qu'il est, on va dire, perturbé par l'ascension du magma, moi, j'arrive après à retracer combien de temps il a mis à se rééquilibrer. À partir du moment où il y a eu la perturbation et on considère qu'il y a eu début de la phase éruptive et l'arrivée à la surface où le système, il est figé, parce qu'il fait trop froid, 25 degrés, c'est pas suffisant pour qu'il diffuse. D'accord. Et du coup... là, j'ai une espèce de photographie de mon minéral qui est une capsule temporelle et j'arrive à retrouver combien de temps il a diffusé et à dire, voilà, moi ce que je vois, c'est qu'entre l'événement perturbateur et l'arrivée à la surface, j'ai 12 secondes. Si je sais où est l'événement perturbateur et ce que c'est, je peux savoir quelle est la vitesse de remontée. Ok. Donc tu as une donnée a posteriori, tu peux pas avoir la donnée en direct, un suivi en temps réel. Non, pour l'instant, quand on s'intéresse au volcan, donc l'éruption est passée, donc les dégâts sont faits s'il y en a eu. C'est le cas de Santorin. Mais le but, en fait, c'était... donc il y avait le lithium, où on faisait une approche sur ça, mais ça faisait partie d'un gros projet où on cherchait aussi à corréler du coup, ce qu'on arrivait à décrypter de nos minéraux, donc les phénomènes qu'il y avait sous terre qu'on arrivait à interpréter.
Et on essayait de les corréler finalement à toutes les mesures qu'on pouvait faire sur un volcan actif aujourd'hui. Donc par exemple la sismicité, le dégazage ou les déformations au niveau d'un dôme, d'un volcan. Et le but, c'est de voir si on arrive à corréler donc ces observations sur des volcans actifs avec des processus particuliers. Comme ça, ce qui permettrait en fait finalement de dire le volcan, on a une sismicité qui est d'un coup plus accrue, on connaît un petit peu ce type de volcan, on sait qu'on a 8 mois avant une éruption. Ce qui en fait donne des délais qui permettent pour déplacer des populations, gérer les infrastructures, se préparer quoi. C'est ça. Bon, après c'est vachement plus compliqué parce que du coup tous les volcans sont un peu différents et c'est vraiment le début de ça, mais le but final c'est cette idée-là. C'est anticiper un peu plus, Parce qu'aujourd'hui, quand un volcan est potentiellement dangereux, donc tu parles on mesure la sismicité, est-ce qu'il y a d'autres moyens c'est quoi nos meilleurs moyens d'anticipation Alors, par exemple, pour la France, donc c'est souvent les volcans donc, qui sont au niveau des Antilles, donc la Guadeloupe, la Martinique, qui sont très surveillés parce qu'ils sont explosifs, donc à gros, on va dire, impact. Eux, il y a des observatoires sur place qui vont mesurer la sismicité. Bon, ça, c'est vraiment, on va dire, le paramètre phare pour voir comment un volcan est actif, parce que dès qu'il y a une sismicité accrue, on sait qu'il y a du mouvement. Ça veut dire que le magma, il est en train de monter, se déplacer, il fracture la roche. Donc, s'il fracture, il va peut-être décomprimer et on va entrer en éruption. Donc, il y a ça. Après, il y a des capteurs qui permettent juste de voir si votre volcan, on dit qu'il gonfle. Donc, est-ce qu'il y a de la déformation, ce qui voudrait dire qu'il y a du magma qui d'un coup est arrivé dans le réservoir. Il y a plus de place. Les gaz, pareil, d'un coup, des émanations de gaz très importantes. Ça veut dire qu'on a le gaz qui s'exvole en souterrain, qui commence à sortir, et alors là on se dit soit on a de la chance et ça va dégazer, tout enlever, soit on n'a pas de chance et il va falloir qu'il sorte de manière. Donc il y a ça. Après il y a la surveillance satellite et puis autrement on fait ce que je fais, ou ce que mes collègues font sur toutes les éruptions passées d'un volcan et on essaie de comprendre comment il fonctionne. Et après on connaît un petit peu son rythme de vie, est-ce qu'il est très actif, est-ce qu'il a des périodes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des cycles quand même. Donc, pardon. Vas-y. Sur tu parles des explosifs comme un process de dégazage. Moi, je suis un humain de base. J'ai envie de me dire, on met une bombe dedans ou un truc comme ça pour le dégazer un bon coup, pour contrôler le moment où on veut qu'il le fasse, au moment où on sait que la population est en sécurité, par exemple. Que c'est quelque chose qui est envisageable ou... ça, en tout cas, c'est pas fait. Le faire péter, c'est ça que tu veux pas proposer. Pas tu vois, c'est comme si t'enlevais le bouchon toi-même au lieu d'attendre qu'il soit éjecté tout seul. Tu le ferais décomprimer. C'est ça que je pense. Quoi. Alors, je pense que ça serait pas faisable, mais là, ce serait mon avis perso, parce qu'on parle quand même de réservoirs qui sont entre 1 et 5 km de profondeur, donc c'est pas rien. Il faut faire une petite carotte quand même. Voilà, il faut pouvoir... Et puis, en fait, le truc, c'est que si on fait péter le bouchon, en fait, on décomprime le système. Et donc, c'est finalement comme votre système, c'est une bouteille de champagne qu'on continue indéfiniment de secouer. Si tu enlèves le bouchon, il se passe quand même une éruption. Donc, en fait, tu ne règles pas le souci. Le mieux, c'est de réussir à décomprimer progressivement pour qu'il n'y ait jamais de gaz. Mais en fait, l'exsolution de gaz dans un réservoir, ça n'arrive pas tout le temps. C'est un peu continu, il y en a toujours un petit peu, mais il y a des moments, et ça, on ne sait pas encore trop pourquoi. On connaît des événements qui font que d'un coup, on a beaucoup de gaz qui se créent, beaucoup de bulles qui vont se former, et ça va faire remonter le magma. Mais ça, savoir à quel moment précisément... qui a secoué la bouteille et pourquoi, c'est plus compliqué. Ok, ça marche. Ok, tu as parlé un peu des cristaux et tu as parlé des cristaux et du fait que tu peux avoir sa ligne de vie de formation et ce qui s'est passé dans le réservoir. Et après, tu avais une photographie une fois que ça passe à l'extérieur. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment se forment ces cristaux ? Qu'est-ce qui se passe au niveau du réservoir et pourquoi est-ce que des fois, il y a des roches où on voit bien les cristaux et d'autres où on ne les voit pas du tout ? Ok. Eh bien, donc, tout part. On a généré notre magma, il remonte. Il se met dans son réservoir. À partir de là, il se refroidit. Il était très chaud, il commence à se refroidir. Donc, vous arrivez avec des températures, vous commencez à former certains minéraux qui naissent, on va dire, dans ces conditions-là. Et là, au fur et à mesure du temps, les conditions changent et du coup, à chaque fois, le minéral s'adapte
à ces conditions. Okay. Donc soit il le fait progressivement parce que tout, on va dire, c'est la vie normale d'un réservoir. Soit on a des petits changements de conditions, peut-être un nouveau magma qui arrive, donc qui réchauffe d'un coup le système. Et donc là, tous les minéraux qui seront dedans vont quand même enregistrer ce fait qu'il y a eu un changement de température. Ou le magma remonte avec les minéraux, et là, ce qu'il va enregistrer, c'est un changement de pression. Okay. Ou des gaz arrivent, il va enregistrer un changement de quantité de gaz. Et en fait, il va enregistrer ces changements d'environnement parce que son but au minéral, c'est de s'équilibrer avec le milieu. Donc, il ne peut se former qu'avec ce qu'on lui donne dans le coin. Et donc, c'est comme ça qu'il va se former au fur et à mesure. Et pour expliquer que vous avez des roches qui en ont beaucoup et d'autres qui en ont pas beaucoup, dans le cas des roches magmatiques, c'est le temps de refroidissement. Si vous avez un temps de refroidissement qui est très court, y a peu de minéraux qui vont avoir le temps finalement de se cristalliser, de se former, donc ils seront tout petits. Et plus le temps va se poursuivre et ça va se refroidir, plus vous allez former des grands minéraux, d'autres minéraux, et donc plus ça va être diversifié, jusqu'à, c'est possible, que votre magma il se cristallise complètement en profondeur. Dans ces cas-là, vous n'avez pas d'éruption. Et vous avez votre magma qui forme ce qu'on appelle les granites, par exemple, qu'on peut retrouver à Paris sur les trottoirs. Ok. On peut imaginer qu'il y a des endroits où on n'a pas découvert et en fait, il y a des immenses chambres de anciens réservoirs magmatiques qui sont entièrement des cristaux et il n'y a plus rien de magmatique dedans. Oui, ça se retrouve. Alors, c'est... de là à dire que c'est des réservoirs, il y a toute la notion en fait de savoir si le système il était du coup un volcan au bout et donc c'était un système qui est alimenté. Mais autrement, vous avez effectivement par exemple dans les montagnes des zones où vous avez du magma qui se forme, qui remonte et qui reste coincé. Du coup, vous avez ce qu'on appelle les plutons granitiques. Et du coup, vous vous retrouvez avec d'un coup un gros granit à un endroit. Trop bien. Ok. Et donc si on revient à ta thèse et aux questions que vous vous êtes posées, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc c'était quoi vos hypothèses quand vous êtes lancé dans l'étude du lithium et de la montée de l'éruption? C'était quoi les questions auxquelles vous voulez répondre? Alors la grosse question c'était à partir de l'utilisation du lithium, donc de ce qu'on aurait pu du coup avoir avec les analyses, quel processus magmatique on mettait en évidence lors de la remontée du magma. Donc j'avais fait tout un travail sur le réservoir, mais après on s'intéressait vraiment au moment, ce qu'on appelle sein éruptif, donc durant l'éruption. Donc qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, en particulier au niveau du dégazage. Donc on voulait voir si le lithium il mettait en évidence certains processus qui auraient eu lieu à ce moment-là et à quelle vitesse. Sauf que pour être sûr qu'on interprète bien, en fait, il faut super bien connaître l'élément, donc en fait votre indice géochimique. Ouais. Et ça, on s'est rendu compte que bien qu'il y avait déjà une petite littérature dessus, on avait des observations contradictoires et on n'était pas sûr de ce qu'on interprétait à la fin. Donc pour ça, on a fait toute une partie expérimentale où le but c'était de comprendre comment le lithium il se répartit à différentes pressions et températures pour savoir quand on imagine une remontée de magma, où est-ce qu'il doit se trouver, en quelle quantité, et s'il y a des processus, comment ils vont impacter cette distribution et donc qu'est-ce qu'on est censé voir. Donc ça, c'était la partie expérimentale. Et à partir de là, être un peu plus assuré quand on faisait les interprétations. Parce qu'en fait, on avait des interprétations possibles, mais on n'était pas non plus assuré. On peut très bien s'être trompé. Il y avait deux raisons. Soit on comprend mal le comportement du lithium, soit autrement, il y a une modification annexe qui fait qu'on connaît pas et qui fait que ce qu'on interprète est faux et c'est pas du tout. Il y a un autre processus qui s'est passé et tu donc l'as pas. Donc c'était un peu les deux trucs. C'était essayer de bien contraindre son comportement. Donc là, c'est un petit début. Et après, essayer de vérifier qu'on enregistrait bien quelque chose qui se passait dans la croûte. Donc là, ça a été tout un travail de savoir que c'était pas une altération post-éruptive. Ça aurait été le pire scénario pour nous, parce qu'on aurait interprété quelque chose en fait qui s'est pas passé pendant. Donc là, on a essayé. On a des bons arguments, disons, qui renforcent, mais c'est encore en cours. Ok. Et est-ce que vous avez créé vos propres petits volcans maison pour voir si c'était reproductible, je sais pas, de façon un peu miniaturisée ou ce genre de choses? Alors en fait, quand on fait les expériences, on reproduit un petit peu un volcan. Stylé. À la base, alors c'était l'idée au début, c'était de créer une décompression. Donc ça se fait. On imagine, on met
un magma. Enfin, on crée une petite poudre qui va être fondue, qui va créer un magma dans une petite capsule. Donc, c'est des espèces de gros fours qu'on va mettre à une certaine pression, Oui. une température. J'imagine que c'est pas un tube à essai. Non, c'était... ça ressemble à un gros canon, un gros four. Et là, on pouvait faire des décompressions, ce qui permet normalement de reproduire ce qui se passe quand votre magma il remonte vers la surface. Okay. Donc nous, on l'a fait à différents stades pour en fait plutôt avoir une photo si on était à 5 km, 3 km, 2 km, 1 km. Moi, c'est en fait la première étape de ce genre de choses. Mais en fait, ça reproduit une éruption. Et donc, dans tout ce volet expérimental, il y a, par exemple, une de mes directrices de thèse, elle avait travaillé avant sur vraiment, si on reproduit cette décompression, à quoi ressemble l'échantillon à la fin. Pour voir si ça ressemble à ce et le comparer okay. finalement à un échantillon sur le terrain. On compare, et si c'est la même chose, nous, on a fixé nos paramètres, donc on connaît très bien la vitesse, la pression, la température, la composition, donc on peut dire, voilà, telle éruption, ça s'est passé en tant de temps, parce qu'on voit exactement la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire avec mon travail, mais c'est vraiment... D'abord, il faut bien cartographier tous les comportements, et après, on fait les décompressions finales. J'avais des vieux souvenirs, sensations que que la composition de ta roche, de ton magma, etc., ça va aussi dépendre des éléments chimiques qu'il y a dedans. Ouais. Du coup, toi, comment tu reproduis ça ? Tu prends ton ponce à la fin, tu regardes qu'est-ce qu'il y a dedans, et tu essaies de reproduire ça pour qu'à la fin, ça finisse sur le même format, que tu aies la même quantité d'éléments. Exactement. Nous, on appelle ça la composition roche totale. Donc, on a notre échantillon final. On l'analyse, donc on regarde tous les atomes qu'il y a dedans, les proportions de ces atomes. Okay. Et on remet ça au début. On se dit, s'il y a tous ces atomes à ce moment-là... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient là au début, ils se sont juste répartis entre les différents minéraux et le verre résiduel qui est le dernier liquide. Et on va le reproduire. Donc là, il y a plusieurs façons. On peut le reproduire complètement synthétiquement parlant. Ou autrement, en fait, on reprend une roche qu'on connaît bien, on l'a bien contrainte et on essaye d'enlever les minéraux, de récupérer, de rajouter ce qui manque et de recréer un magma dont on connaît bien la composition. Ok. C'est comme ça. Au niveau de la méthodologie, t'as dit que t'étais allée à Santorin essentiellement. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait là-bas ? Parce qu'il me semble, nous on était allés une fois, il y a une excavation. C'était pour du scientifique vraiment. Hein, non, c'était pas du tout du scientifique, c'était des vacances. Mais on est allé à l'excavation justement de l'éruption qu'il y a eu à ce niveau-là. Ouais. C'est quoi ton terrain quand tu vas là-bas ? T'as le droit de récupérer quoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même classé monument. Et que tu ne peux pas récupérer un camion de cailloux en partant. Ah oui, alors ça, c'est un peu la problématique. Donc, quand on fait ce genre de campagne, on y va pour échantillonner. Okay. Donc, c'est en fait avoir les échantillons de l'éruption. Donc là, nous, c'était une première fois à Santorin pour le laboratoire. Donc, on a essayé d'avoir l'éruption, donc minoenne, c'est celle sur laquelle je travaille. Donc ça veut dire toutes les phases de cette éruption, parce que ça a été une énorme éruption qui a été assez longue, avec des variations de dynamique. Donc vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des énormes falaises blanches sur Santorin. Oui. Voilà, ces énormes falaises blanches, la moitié de cette falaise, c'est cette éruption-là. Donc en quelques jours... Oui, parce qu'à la base, c'était une île ronde et à la fin, il y a de l'eau au milieu, quoi. Exactement. C'est un croissant de lune. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à celle-là, parce que elle a quand même détruit une grosse partie de l'île. Ouais. Elle est énorme au niveau des volumes, quand même. C'est assez impressionnant. Et en fait, par la suite, on va essayer d'échantillonner strate par strate, donc récupérer du matériel. Donc là, ça va, c'est ce qu'on appelle des ponces, donc c'est assez simple. On a gratouillé et ça tombe dans le sac. Mais il y a des éruptions où c'est plus des laves, donc là il faut taper avec un marteau et récupérer l'échantillon. Donc là ça va, mais il faut échantillonner donc strate par strate pour avoir toute l'évolution, ce qui permet, si on veut faire un travail sur les variations de dynamique du magma lors de cette éruption, on peut le faire temporellement parlant. On sait qu'est-ce qu'il y avait au début de l'éruption, qu'est-ce qu'il y avait à la fin. Après, pour les droits, ouais, parce que j'allais te dire, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui ont déjà été faits, que tu peux récupérer ? Alors si, c'est beaucoup. Maintenant, comme il y a quelques années, en fait, il y avait peu... Les sites géologiques, ça n'existait pas trop. On récupérait, hormis tous les parcs nationaux, on n'a pas le droit de récupérer, c'était pas très protégé. Santorin, ça commence à être très protégé, et en plus, c'est très privatisé, donc on a du mal à récupérer.
Donc soit on a de la chance et il y a des collections qui existent, donc on récupère les anciennes collections et on travaille dessus. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est il y a encore quelques échantillons en France sur ça, mais il n'y avait pas une collection complète. Donc là, on l'a créée. Normalement, elle est suffisante pour quelques études en plus de moi, donc ça ira pour quelques années. Et après, alors, pour les ramener, là... Parce que là, vous y êtes allé sans autorisation ? On avait un papier comme quoi on était géologue, qu'on n'était pas des touristes. Et qu'on ne vient pas voler des pierres pour les mettre dans notre salon ? Exactement. On avait ce genre de papier-là. Là, on a eu de la chance, on n'a pas eu besoin de plus. C'était peut-être un coup de chance, on a joué un peu les naïfs, mais on avait des valises remplies que de ça. On a passé rien. Exactement. Mais j'ai dû payer un supplément parce que je ne voulais pas ouvrir ma valise devant et en me disant mais ils vont la garder. C'est tout échantillon. Mais autrement, par contre, je sais pas si vous volent des antiquités, tu sais. Exactement. En fait, ils s'en fichent un peu de leur ponce, mais par contre, il y a des sites historiques là-bas. Et il y a Accro-Thierry en particulier, la cité engloutie. Oui, c'est ça qu'on avait visité, nous. Voilà. Et alors, par contre, c'est ça. Ils aiment pas trop. Parce que dès qu'ils voient des cailloux, ils pensent qu'on a ramené... que t'avais ça. Donc là-bas, on n'a pas du tout échantillonné. On peut pas, c'est dommage. Le site est beau. Du coup, t'étais plus en face sur le micro-île au milieu, là ? Non, moi, je suis restée sur l'île principale, Terra. Mais pour avoir en fait la Minoenne, elle est qu'à cet endroit-là. La petite île au milieu qui est encore active, elle est venue après. C'est le nouveau volcan qui est actif. Donc on y est allé parce que c'est quand même cool de se dire que quand on est dessus. Mais on a pris un petit caillou, mais on n'a pas les autorisations là. Par contre, il faut des vraies autorisations. J'avoue, nous on a pris du sable. Bon. On a fait exactement la même chose dans les petits trucs de shampoing. Exactement. Et pour mener une étude un peu complète de la roche, en tout cas des paramètres qui vous intéressent, il vous faut quelle quantité Parce qu'elle a dit des valises, ça fait peur quand même. En tout, la première fois qu'on a échantillonné, j'ai quand même ramené 90 kilos. La première fois, on a fait 3 saisons. Heureusement, la première, c'était la pire. Elle a été horrible. Mais la deuxième, on a dû ramener une 40aine de kilos. Et la dernière, c'était que pour compléter. Le volume, en fait, ça dépend. Là, on est quand même 4 à travailler dessus. Et le but, c'est que d'autres chercheurs puissent utiliser notre collection. Donc ça, c'est le but final. Moi, j'ai besoin quand même de volume. Parce que le problème avec cette éruption-là, c'est que les ponces ne sont pas très riches en minéraux. Donc c'est obligé d'en avoir beaucoup pour récupérer des trucs. Je suis obligée de les broyer et quand même de broyer pas mal de quantité. Donc ça va, j'étudie un minéral qui est quand même très très présent, mais j'ai des collègues qui étudient d'autres minéraux. Alors là, bon sang, il faut vraiment beaucoup en broyer. Du coup, on perd très vite le matériel. J'imagine. Parce que si on peut peut-être en profiter pour parler un peu de tes méthodes d'analyse, précisément, tu vas en faire quoi de cette roche ? J'imagine qu'en plus, elle n'est pas réutilisable une fois que tu as évalué l'échantillon, pardon. Alors, ça dépend. Moi, je fais de la minéralogie. Mon but, c'est, j'étudie pas trop, on va dire, la texture de la roche. J'en ai fait un petit peu, mais ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on appelait les plagiouclases à l'intérieur. C'est un minéral. Je me rappelle vieux souvenirs de lycée et de licence, parce que biologie, c'était avec géosciences. Oui, j'imagine. Assez moche, mais très très utile, une très belle archive, donc avec vraiment ces alternances de zones qui reproduisent vraiment toute l'histoire du réservoir. Donc super pratique. Donc en fait, ce que je fais, c'est je broie la roche, je récupère ces minéraux, je les monte en plots d'échantillons. Donc c'est de la résine, on va coincer les minéraux dedans, et après on va pouvoir faire les analyses dessus. Et là, je peux faire toutes les analyses que je veux. Elles sont semi-destructives, donc j'ai du temps avant que je vais perdre complètement mes minéraux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait du MEB, donc du microscope électronique à balayage, pour observer déjà le minéral, voir ses zonations, donc ses alternances de composition, voir s'il y avait des trucs un peu bizarres dedans, puis qu'est-ce que j'avais comme minéraux. Après, j'ai fait ce qu'on appelle la microsonde électronique. Donc là, c'est pas très lointain du microscope électronique, sauf que là, ça va être quantitatif. Ça va balancer des électrons sur un endroit précis de l'échantillon et ça va analyser sa composition chimique, mais au lieu d'avoir une image
une image comme au MEB, on va avoir vraiment la quantification, donc combien on a de silicium, combien on a de calcium, combien on a de rubidium. Donc on va faire ça pour une très grande partie des éléments. C'est quoi le nom en anglais, pardon, de la technique ? Le micropop. Ok. Parce que j'ai EPMA autrement. Ça s'utilise pas du tout en neurosciences, c'est pas un truc qu'on c'est connaît. que je connais pas, ouais. Alors que j'aime bien les méthodes d'acquisition et de... Voilà, nerd de microscope. J'ai regardé. Peut-être que la deuxième, vous la connaissez, c'est la SIMS. C'est les spectromètres de masse. Oui, ça, oui. Voilà. Un classique. Un classique. Ça, c'était pour avoir le lithium. Parce que du coup, avec la microsonde, on a ce qu'on appelle les éléments majeurs. Quelques mineurs, donc en très faible quantité, mais des éléments aussi petits. Le lithium, en plus, c'est le 3e élément du tableau périodique. Il a une énergie vraiment qui est pas ouf. Donc là, il nous faut du spectromètre de masse qui permet aussi de faire l'isotopie. Et donc là, c'était direction Nancy, le CRPG où ils en ont une. Et là, on a fait le lithium. On a fait aussi l'hydrogène, beryllium bore. Oui, ça au tout début, parce qu'on testait qu'est-ce qui pouvait nous montrer des trucs dans nos petits minéraux. Et alors là, on fait des tracés. En fait, c'est vraiment, je tire sur mon minéral à intervalles réguliers entre le cœur et la bordure. Et je retrace l'histoire. Ok. Ça va être ça. Ok. Tu parlais tout à l'heure, tu faisais un lien entre les données que tu as en expérimentation et aussi des éruptions réelles. J'imagine que quand tu veux faire des analyses sur les éruptions qui ont eu lieu, donc tu peux faire des prélèvements comme tu l'as fait toi-même. Est-ce qu'il y a des banques de roches de Pompéi, par exemple, que tu peux aller chercher à volonté ou des choses comme ça? Est-ce qu'il existe des bases de données comme il existe des bibliothèques pour aller chercher Alors, ça c'est en train de se mettre en place. Actuellement, il y a on va dire une grande campagne pour essayer de centraliser tous les échantillons qui existent dans les laboratoires, parce que pour l'instant, c'était plutôt interne au laboratoire. On sait ce qu'on a, les chercheurs savent ce qu'ils ont, mais c'est pour leur recherche. Bon, par bouche à oreille, on sait que truc bidule a travaillé sur tel volcan, donc il aura peut-être des échantillons qu'il peut fournir. Et la recherche étant très ouverte, quand même assez... on arrive à se donner des échantillons. Mais maintenant, ils essayent vraiment de faire, pas une banque, mais en tout cas, de savoir où sont tels échantillons, de les numéroter pour que, effectivement, beaucoup plus facilement, on puisse dire, voilà, j'ai besoin de tel volcan, peut-être que tel affleurement n'est plus du tout disponible, mais j'ai besoin des roches, et qu'est-ce qui reste ? Et dans ces cas-là, on les trouve. Donc ça existe, mais c'était, on va dire, pas trop officiel il y a quelques années. Là, ça commence à vraiment devenir sérieux. Ok, trop bien. Je viens d'avoir une question hyper naïve qui m'a popé là. Est-ce que j'ai l'impression, quand tu le dis, que les volcans explosifs, c'est seulement sur la Terre. Est-ce que ça arrive que ce soit sous l'eau ? Alors oui, vous avez des volcans qui peuvent être explosifs sous l'eau. Donc il y a plein de volcans sous l'eau, donc ce qu'on appelle les zones de dorsale en particulier, mais ils sont plutôt effusifs. Mais on a des volcans qui, avant de former une île comme la Guadeloupe ou la Martinique, forcément ils étaient sous l'eau à un moment, et donc ils ont le potentiel explosif. Et là, on va avoir l'effet de l'eau qui va rentrer en jeu. Donc ça veut dire que tant que la colonne d'eau au-dessus est suffisante pour faire tampon, en fait, que votre magma soit très visqueux, très riche en gaz, donc très potentiellement explosif, l'eau va faire tampon et vous n'allez rien avoir. Okay. Par contre, au fur et à mesure qu'on diminue cette épaisseur d'eau, vous allez finalement rajouter de l'eau qui peut être vaporisée. Et alors là, quand il n'y en a plus suffisamment, ça fait plus tampon. Et en plus, c'est l'inverse. C'est le fait de jeter de l'eau sur du feu. Vous avez un espèce de retour de flamme qui se fait parce que vous vaporisez de l'eau. Ouais, d'un coup. Et donc là, on a des éruptions très très explosives qui apparaissent et même pas besoin d'avoir un magma très visqueux. Vous pouvez le faire avec du magma pour éruption effusive. Ça fait la même chose. Okay. Mais d'un coup, vous changez la dynamique et vous passez dans ce qu'on appelle du coup les phréatomagmatiques. Donc ça change un petit peu la donne. Et alors là, ça c'est compliqué parce que vous attendez pas forcément à ce genre d'éruption. Et puis paf... Et il y en a, on a des localisations là sur la planète en ce moment où on sait qu'il y a ce potentiel-là qui peut arriver parce qu'il y a des mouvements de plaques et que l'eau, elle diminue ou ce genre de choses. Donc en Indonésie, c'est très surveillé. Vous avez en fait 2 cas en Indonésie, par exemple. Vous avez donc tous les volcans qui ont des cratères qui sont remplis d'eau.
Ouch. Donc là, pas ouf. Donc ça, c'est surveillé pour ça, parce que vous rajoutez un petit paramètre en plus. Autrement, c'est une zone qui est très active magmatiquement parlant, parce qu'on est en zone de subduction. Donc vous créez en fait des petites îles. Et donc, oui, vous avez des éruptions qui ont lieu, qui sont assez importantes et surveillées. Mais quand il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, après, c'est toujours le jeu. Il y a l'aléa qui existe, donc ça peut être très, très explosif, mais s'il n'y a personne à côté, le risque est minimal, finalement. Si c'est hyper explosif, mais c'est au fond des océans et il n'y a rien autour. Voilà. Ouais. Par contre, si c'est le Vésuve ou les champs flégrins au milieu de Naples, là, d'un coup, vous rigolez un peu moins. Mais après, par chance, le niveau de l'eau est en train de monter, donc on est sauvé. Peut-être que ça va recouvrir d'autres trucs explosifs qui vont d'un coup devenir... Tu vois, j'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai, bien vu. Et j'ai bien écouté. Ok, donc je pense qu'on a fait un petit bilan des méthodes. On peut peut-être en venir aux résultats. Donc si tu peux nous parler de ce que vous avez un peu montré, c'est quoi qui t'a le plus surpris, parce qu'on va pas pouvoir voir tout en détail, mais qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Alors, on a eu quand même des petits résultats expérimentaux, donc on a eu une amélioration de la compréhension du comportement du lithium entre donc, les plagioclases, donc ce minéral, parce qu'on ne pouvait pas faire tous les minéraux, le liquide magmatique et la phase gazeuse. Donc, grosso modo, on a représenté ce qui se passe au niveau d'un magma. Donc, ça veut dire qu'on sait, pour des conditions, donc des pressions allant de 50 mégapascales à 150 mégapascales, voilà, et des températures de 800 à 875, on sait comment ils se comportent dans ce domaine-là, qui est un domaine où il y a des volcans qui existent, finalement. Qui sont dans ces conditions-là. Voilà. Donc, on peut comparer assez facilement maintenant avec ça. Donc, on a une bonne base. Là, on a pu aussi regarder un petit peu comment le lithium il était influencé, donc les paramètres phares qui vont influencer, donc un petit peu sans surprise la température. Ça, généralement, ça influence tout phénomène. Il y avait la pression qui avait joué, et par contre, en fait, on s'est rendu compte, ça c'était un peu plus nouveau, et finalement, c'était peut-être ce qui était le plus intéressant dans les résultats, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était pas tant certains paramètres qui influençaient le lithium, mais dans nos expériences, c'était le lithium qui influençait le système. En particulier, la solubilité de l'eau. On avait mis de l'eau dans notre bouillie de plein d'éléments. Et en fait, le lithium, on se rendrait compte que ça rendait plus soluble l'eau, malgré les conditions. Parce que ça, c'est très bien connu, la solubilité de l'eau à toutes conditions, super bien définie. Et alors, nous, on n'était pas du tout dans les gammes. Donc, ça veut dire que pour des systèmes qui auraient peut-être plus de lithium... Il y aurait une solubilité accrue de l'eau, ça veut dire qu'il y a moins de gaz, donc ça a forcément un impact sur la phase gazeuse et l'apparition des bulles et donc l'explosivité. En théorie, plus de lithium égale moins explosif. Ce serait la théorie, mais en fait, en même temps, le lithium, ça se met dans donc, la 4e phase, là, ce qu'on appelle la saumure, qui est un truc un peu bizarre. Et en fait, là, on a eu tout un travail où on a cherché à comprendre comment elle fonctionnait, à la mettre en évidence. Et en fait, on voit que cette saumure, elle apparaît. Donc, elle pompe plein d'éléments, l'eau, le lithium, d'autres, le sodium, le chlore. Puis, elle disparaît. Et alors là, il y a un petit peu une question sur quand elle disparaît. Ça veut dire qu'elle relargue d'un coup tout. Donc, quels seraient les impacts? Si elle relargue le lithium d'un coup dans le magma, tant mieux, solubilité de l'eau qui augmente, moins de gaz. Mais en même temps, elle relargue du chlore, de l'eau. Et donc là, d'autres choses. D'autres choses qui pourraient en fait influencer sur ça. Donc ça, c'était aussi intéressant. À voir si après, dans la nature, ce phénomène, il existe vraiment. Mais là, je pense que c'est plus... industriellement, économiquement parlant, c'était vraiment savoir où le lithium se cachait, en quelle proportion. Et après, sur la partie Santorin, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une phase saumure, donc on l'a mise en évidence. Ce qui est assez nouveau. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas trop étudié avant. Ça se voit sur certains volcans. Mais en fait, le lithium arrive à la tracer. On est à peu près sûr. On est encore en train de verrouiller certains trucs parce qu'on ne voudrait pas faire d'erreur. Mais qui en aurait une qui expliquerait expliquerait le signal du lithium. C'est-à-dire que vous avez eu un pic d'un coup qu'il a été relargué de la saumure. Voilà, dans les minéraux, en fait, ils ont montré qu'il y avait une augmentation d'un coup du lithium en bordure, donc au moment de l'éruption. Et ça peut s'expliquer pour l'instant que par la présence d'une saumure.
Donc on a dit, on a vérifié que c'était pas une altération post-éruptive. Ça n'a pas l'air d'être ça pour l'instant. C'est juste, on va dire, c'est notre petite problématique actuellement, mais pour l'instant on a des bons arguments. Mais il y aurait cette saumure, ce qui permet aussi de savoir, maintenant avec un peu des études croisées, à quel endroit elle est cette saumure. Donc la profondeur, et donc après on a commencé à estimer les vitesses. Ce qui donc lance sur la suite du travail qui n'était pas pendant ma thèse mais maintenant. Mais donc on a eu les premières vitesses qui elles sont pour l'instant un petit peu perturbantes parce qu'on a des vitesses très très rapides. Donc je vais jusqu'à 80 mètres par seconde, qui pour un volcan, quand on voit un peu la littérature, c'est très rapide. Et on est étonné, en tout cas moi je le suis. Donc c'est à voir, est-ce que c'est réel ou est-ce qu'on a juste mal identifié en fait le début. En fait finalement c'est moi je mets une profondeur et je dis voilà, j'ai 12 secondes entre profondeur et arrivée surface. Donc soit j'ai mal identifié ma profondeur, soit c'est bien ça et ça veut dire que la vitesse est très très rapide effectivement. Donc là, pas de chance pour la partie, on va dire, prévention. Je peux juste dire aux gens, vous allez mourir en 12 secondes. Hein. 12 secondes. Ouais, d'accord. C'est un peu court, désolé. Voilà, c'était sur ça. Vous n'êtes pas pris le tort du 100 mètres ? Désolé. Là, même lui... Est-ce qu'on fait pas une expérience ? Donc on a fait le tour de tes résultats ? Oui. Ok. Trop bien. C'est vrai que vous avez l'air d'avoir mieux compris un peu le fonctionnement. Du coup, tu as dit toi-même, ça c'était l'objet de ma thèse et pas ce que je fais maintenant. Donc j'en déduis que tu travailles encore là-bas. Ouais. C'est quoi les perspectives ? Est-ce que tu envisages de continuer là-bas ? Est-ce que il y a possibilité ? Ou est-ce que tu veux changer de sujet ? C'est quoi Alors déjà, moi je suis sur un contrat d'ATER. Donc les attachés temporaires de recherche et enseignement. Ouais, c'est ça, enseignement et recherche. Voilà. Donc pour un an, ce qui m'a permis en fait de soutenir un peu plus tard finalement. Donc là en fait j'ai fini. Ça s'est bien passé. Donc je suis passée sur la suite. Donc c'était un peu les perspectives que j'avais vues. Donc c'était déjà écrire les articles, mais aussi finalement trouver d'autres éléments. Là, je m'étais axée sur le lithium, mais j'avais un peu travaillé sur d'autres éléments et je voulais en fait faire la confrontation. J'ai pas du tout eu le temps pendant ma thèse de faire ça, ou très peu, donc ça n'a pas été l'objet de ma thèse, mais voilà. Donc là, je m'intéresse à vraiment voir ce que les autres éléments m'apprennent, confronter par rapport au lithium pour voir si ça renforce ou si je vois autre chose. Ou si j'arrive à finalement dire, voilà, le lithium, ça suffit, pas besoin de faire des observations croisées. Et puis améliorer la vitesse finalement que j'ai réussi à déterminer, parce que là, j'ai quand même pas une très belle gaussienne actuellement, donc ma moyenne n'est pas ouf. Mais c'est cette partie-là. Après, j'ai toute la partie sur le comportement du lithium, donc c'est sur ça que j'espère pouvoir aller juste après. Donc je recherche des post-docs, bien sûr. Ok. Donc là, normalement, je suis renouvelée à TER pour l'année prochaine si j'ai rien. Donc ça, tant mieux, ça me donne un peu de temps. Mais le but, c'est de faire un postdoc. Pour l'instant, j'aimerais bien continuer sur ce que je fais. Donc moi, je suis pour l'instant ouverte à tout ce qui est réservoir, donc la dynamique des réservoirs ou la dynamique de remontée du magma. Finir ce que j'ai commencé sur le lithium, parce que en même temps, c'est quand même une jolie recherche que j'ai fait et j'ai un petit peu envie d'aboutir. Ce serait frustrant Ce serait frustrant de s'arrêter là et de pas avoir la suite de. Exactement. En fait, au bout d'un moment, on se rend compte, je veux bien le donner à quelqu'un d'autre, mais j'ai quand même passé 3 ans. Surtout si tu recoupes avec d'autres éléments pour voir si les autres éléments ils vont dans le même sens de ce qui s'est passé. Exactement. Si tu avais bien retracé l'histoire la première fois ou pas. Voilà. Mais c'est un peu ça. Donc là, on a déjà fait pas mal d'études croisées, donc il y a des trucs qui marchent super bien. Pour les derniers instants de l'ascension de Santorin, là ça coince un peu plus, mais on va voir ça cet été. Mais oui, le but, c'est, pour ma part, c'est de continuer en recherche. Je peux encore rêver quelques années. Clairement, de toute façon, on l'a vu, il faut s'accrocher pour avoir des post-docs, mais ils finissent par arriver en général. Le culot, la chance. C'est un peu ça. On m'a dit, là, j'ai pris un petit break parce que ça fait du bien après la thèse, mais
Mais c'est vrai qu'on m'a dit, profite, tu as encore 1 an d'ATER, ok, c'est pas le contrat du siècle. Non. Mais ça me permet de choisir un peu mes postdocs et puis dès qu'il y aura celui que je veux, je filerai. Et puis voilà, après, bon, c'est s'accrocher. On sait que c'est un peu ça, c'est la persévérance, c'est voir combien de temps on peut tenir. Et... Tu as des labos que tu connais qui bossent sur ce sujet qui te font envie, des équipes en particulier ou... Oui, j'ai mon plan A. Ok. Le plan A, ça serait d'aller en Suisse. Ok. Parce qu'ils ont tout le matériel. Ok. C'est où en Suisse ? À Lausanne. Ok. Donc peut-être qu'on sera en postdoc au même endroit. Ouais. si jamais j'ai l'appel à projet. Voilà, moi je fais les bourses du coup pour avoir à Lausanne. Ça serait très drôle finalement. J'espère pour toi que tu les auras. Mais oui, ils ont le matériel. Ce qui m'avait un peu manqué, c'est que j'avais pas la plateforme sur place. Okay. Et donc j'avais peu de résultats. Aller à Nancy pour faire certains trucs et tout. Statistiquement, pour que ça soit personne puisse rien me dire, c'est ce qui me manquait. Donc j'aimerais bien un endroit où je peux en faire autant que je veux. Ouais. Et donc Lausanne, ce serait bien. Puis ils travaillent un petit peu sur ça. Pour l'instant, ça a l'air de leur plaire, mais il faut l'argent. C'est toujours l'histoire. C'est toujours l'air de la guerre chez nous. Ouais. Ok, écoute, on te le souhaite. Ouais, c'est clair. On va croiser les doigts. Toi aussi. Merci. Non, mais moi, j'ai mis mes billes dans 15 paniers. S'il n'y a pas un panier qui pop, c'est vraiment... Ouais, j'ai commencé à faire ça. Là, j'ai pris un peu de recul. J'ai pris 1 mois de, grosso modo, vacances, cours où je faisais pas de recherche. Et là, mais tous les endroits où je sais qu'ils peuvent faire du lithium, j'étais là... Je suis dispo. Voilà, vous n'avez pas un contrat, sinon je réponds à une bourse. Bonjour. Ouais, voilà. Tu viens toquer à toutes les portes. Bonjour, vous voulez pas prendre un postdoc ? Vous travaillez sur ça, moi je veux travailler sur ça. Venez, on travaille ensemble. C'est tellement ce genre de choses. Bonjour, je suis Maëlys, j'ai fini ma thèse. Faites quelque chose d'intéressant, moi aussi. Venez, on travaille ensemble. Ouais, et en plus, t'as postulé. La bourse auquel t'as postulé, c'est celle du Fonds national suisse. Alors, j'ai celle-là. Ouais. Du coup, il y aurait celle-là. Après, je fais une Pierre et Marie Curie. Ouais. Parce qu'on m'a dit que là, ça passerait. Enfin, ça pouvait passer. J'ai mes chances, donc j'y crois. Ouais. La prochaine session de Marie Curie, je crois que c'est en septembre ou octobre. Et du coup, comme mes résultats sont en juillet, si jamais je l'ai pas, j'en ai aucun, avec les trucs des reviewers, je ferai une Oui, moi, c'est celles que je vise, elles sont toutes pour septembre. Donc, on va partir sur ça. Et donc là, je finis de rédiger mes papiers pour être dans la concurrence. Donc, il faut plus de 3 papiers. Allez, on y va. Ouais, c'est compliqué d'avoir les bourses et les trucs. Ouais. Bon, vous vous tenez au jus, quoi. Ouais, c'est ça. Vous êtes au même endroit. Ça marche. Du coup, si on a fini pour la partie un peu scientifique, on demande souvent aux personnes qui viennent qu'est-ce que tu fais en dehors de ta thèse pour sortir la tête de l'eau. Ah oui, j'avais eu le petit message. En fait, ce qui m'avait bien rire, parce que j'ai réfléchi, j'étais là, mais moi je sors de rédaction, donc autant dire je ne faisais rien. Ouais. Je faisais du sport, mais... C'est déjà pas mal. Tu fais quoi comme sport ? Je fais du trail. Ok. D'où la Suisse. D'où la Suisse et les montagnes, ouais, ça me plairait vraiment. Ça marche bien ensemble, ouais. Ah oui, j'aimerais bien. En fait, j'en faisais pas mal en 2e année. La 2e année plus cool en thèse. Ouais, donc, toujours un petit ventre mou de Suisse à voilà, exactement. Du coup, j'en ai beaucoup fait là. Je m'étais vraiment mis. 6 mois de rédaction, ça m'a tuée. Non, ça... Mais en fait, je fais ça, je fais du dessin. Et après, mais vraiment, je réfléchissais aux trucs culturels que j'avais fait, mais je m'étais rendu compte qu'avec la thèse, ça m'avait pris tellement de temps. Ouais. Puis ça, quand même, ça éclipse pas mal de trucs scientifiques, parce que moi, j'ai adoré faire le Palais de la Découverte. Mais en fait, je voulais plus faire de sciences à côté, dans mon temps libre. Donc, les musées, j'ai profité de Paris, parce que je suis pas parisienne, donc je faisais ça. Après, j'ai lu, quand j'avais le temps, mais des trucs bêtes que je ne dirais pas, que tu recommandes pas. Mais en fait, avec ma co-bureau, nous avons quand même des lectures où on s'est dit, c'est à contrebalance. C'est vraiment pour poser le cerveau. Exactement. Il est éteint au max. Exactement. Donc, le sport, c'est quand même le truc qu'on fait, le sport ou les trucs un peu pratiques, parce qu'au bout d'un moment, on réfléchit trop. Ouais.
Ouais, c'est sûr. Le trail, juste pour qu'on explique pour ceux qui sont pas forcément... moi, je vois de la rando, mais est-ce qu'il y a plus C'est que de la ça course dans la montagne, non, un peu? Ouais, en fait, c'est de la course randonnée. En fait, au lieu de faire de la course sur route, c'est de la course sur chemin, donc sentier de Sinueux, randonnée. La dans plupart les du temps, le but, c'est Mhm. qu'il y ait du dénivelé. Ok. C'est pas la partie dont je suis plus fan, surtout en étant à Paris, on peut pas s'entraîner. Mais ouais. Effectivement, la course en montagne à Paris, bon. Oh mon Dieu, à chaque fois que j'en fais une, après, je suis là, oh mon Dieu, c'est horrible. Bah, il y a Montmartre, quoi, non? C'est Ouais, c'est là, tu fais la butte de Montmartre. c'est l'endroit. Mais oui, bah ça permet en fait, ça permet de faire de la randonnée tout en courant. L'ambiance est assez sympathique. Ok. On n'est pas sur des performances. Le but souvent c'est de la finir, Ouais. de la finir pas trop mal, mais de la finir. Donc on n'est pas sur comme les marathons, faire 40 km où on se dit je veux le faire en moins de 4 heures. Ouais. Moi les 40 km que j'ai fait en trail, je crois que j'ai mis 7 heures ou quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Ça ne m'a pas gênée, j'ai pris Oui, le oui. double du temps, mais j'étais contente de l'avoir fini en fait avec mon dénivelé. Mais Mais c'est plutôt des grosses distances ou alors c'est lui particulièrement non, lui c'était le seul qu'on avait décidé de faire en grosse distance parce qu'il faut avoir quand même la condition Bah, physique. 40 bornes, ouais. Ouais, S'il y a du dénivelé en plus, bon. Non, non, mais bye, hein, moi je viendrai pas. Hein. non, mais du coup, moi je me limite à Je du vais rester 20, dans je ma suis sur salle du semi d'escalade. maintenant, Ok. mais- Ce qui est déjà beaucoup. Ouais, déjà alors un ça. semi en courant. Ouais, oui, ça commence à être long, mais du coup c'est plus de de l'endurance, donc on demande à aller moins vite, ça demande moins de puissance brute finalement, Ouais. donc oui, moi c'est là où je suis le mieux. Ouais, où tu te sens le plus à l'aise dans la pratique. Voilà. Et c'est vrai que c'était sur ça me permettait de savoir que j'étais capable de faire ça. Ça a aidé, il n'y a pas à dire pour la thèse, pour tenir. Ouais. Bah, c'est souvent que Ah, ça, la font du force sport. mentale que tu récupères après la thèse. Oui. Quand on arrive au bout, on voit tout le chemin qu'on a fait et ça fait quelque Je me chose. suis dit, waouh, je suis capable de faire tout ça. Ouais, mais C'est fou. Ouais, moi, la veille de ma thèse, je me disais, mais il y a erreur sur la personne. Le syndrome de l'imposteur qui est revenu. J'étais là, non, mais c'est pas possible, donnez-moi 6 mois de plus, je suis pas prête à parler. Mais après, c'est vrai que ça fait comme une course en fait. Moi, j'ai eu la même impression. Je savais que j'étais capable de faire 3 ans et demi, de tenir. Ouais. En fait, on a l'impression que le monde nous appartient un petit peu. Ça, c'était cool. Ouais. On a un peu du mal, je pense, quand on a fini sa thèse, à se dire quelles compétences on a développées et en quoi c'est important pour tout le reste plus tard. Alors qu'en fait, on se rend pas compte de la quantité de choses qu'on apprend à faire tout seul. Ah oui, par contre, moi, c'était l'autonomie. Enfin, la plupart des thèses, c'est beaucoup d'autonomie. Hein. Mais fou. je me suis rendu compte que, on passe de monter des projets seuls à être vraiment seul et on a un petit peu peur. On se sent encore étudiant, mais à la fin, j'étais là, mais en fait, j'ai fait tout ça toute seule. Ouais. Et c'est un gros projet. Personne, c'est ça. On fait pas des projets sur 3 ans, c'est très rare. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, valorisez vos compétences de doctorants, des doctorantes. Vous en développez plein. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Après, on est là, qu'est-ce que je vais dire? Et après, on a un maxi syndrome de l'imposteur. Non, mais en fait, moi, je suis une énorme fraude. Moi, je suis rentrée en licence un jour, on m'a dit que j'étais docteur. Je n'ai pas compris. Il y a un peu ça. Moi, il y a eu des. Mais je suis là par hasard. Franchement, on m'a dit de signer, j'ai signé. C'est un concours de circonstances. Je sais pas ce que je fais ici. Ouais. Mais ça, je pense que tout le monde l'a. Enfin. Moi, ça a été très drôle parce que avant, oui, on l'a vraiment, le syndrome, je trouve, de l'imposteur. Ouais. 24 heures après, on dit à ses collègues, mais non, en fait, c'est faisable. Pourquoi tu te prends la tête en vrai? T'as vu, je l'ai fait. C'est ça. Ouais. Et en 24 heures, les gens étaient là, mais Maïs, t'as changé. Il y a des revirements. Je suis passée de la fraude à... en fait, c'est bon, je suis docteur, donc c'est bon, je peux t'expliquer la vie maintenant. Quoi, c'est classique? J'étais pareil? C'est ça que t'es en train de dire? Bah oui, un petit peu. En fait, mais c'est aussi, comme beaucoup de monde, j'ai envie de te dire, ça dépend des jours aussi, quoi. Moi, ça me fait penser à l'état d'esprit que t'es quand tu révises pour un contrôle, où il y a un jour, tu vas avoir l'impression que t'es en mode, putain, mais je connais tout, ça va être tellement facile et tout, et le lendemain, tu te dis, attends, mais merde, j'ai pas révisé ça, en fait. Ah oui, mais pas ça aussi. Oh non, je sais rien. C'est tellement ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est l'être humain qui est un peu comme ça aussi, quoi. Tu sais pas pourquoi, mais suivant. Tu te build up de la panique. Ouais. Puis des gens en fait, on se rend compte aussi qu'on sait rien. Enfin, moi, j'étais arrivée le jour de ma thèse, en fait, j'étais là. Mais j'ai juste compris que je savais rien sur le lithium. Qu'il y avait tellement de trucs à faire, mais que j'avais juste dit, il y a une bonne question à se poser là, il faudrait le faire.
Mais oui. Et puis pareil, des jours où on se dit mais ça va passer, c'est génial ce que je fais. Le lendemain, j'étais là, c'était quoi déjà l'article? Et vraiment, j'ai passé, je pense, 4 heures le matin de ma thèse à dire à mes potes, il faut vraiment que je révise cet article. On me l'a pas demandé, mais oui, non, mais c'est pareil. C'était vraiment en train de te dire, il y a tellement un océan de connaissances sur ce sujet. Moi, j'arrive avec ma toute petite question de recherche et je sais pas tout ça, en fait. Oui. Et si on me pose la question, j'en sais rien. Ah, mais c'est ça. Mais par contre, la partie question, moi, je trouve ça m'a un peu réconfortée parce que j'ai trouvé la partie des questions hyper sympa. Enfin, j'ai passé un bon moment et vraiment, je me suis pas sentie jugée comme dans un concours où quand on sait pas, on sait qu'on a merdé et on n'aura pas le point. Non, en fait, j'avais pas l'impression d'être bête, pas non plus hyper intelligente, mais bon, ils avaient pas l'air d'être embêtés. Ouais. Moi, j'avais l'impression, pour la mienne en tout cas, que c'était genre vraiment une discussion de la suite, quoi. C'était un peu genre la perspective de tes résultats, vraiment une discussion de chercheur à chercheur, genre comment t'interprètes ça? Ah ouais, moi j'aurais pensé plus ça et vraiment pas de jugement, pas de valeur. En question, t'as pas fait ça? On me l'a dit une fois et en fait, sur le moment, j'étais là, oui, c'est vrai, je l'ai pas fait, ce serait une bonne question pour la suite. C'est ça. Comme en congrès, quoi. Et hop, on passe à la suite. Exactement, mais... C'est pas comme le concours de l'école doctorale, du coup. Où tu te fais arracher de questions et quand tu sais pas, t'es là. Je suis mort. J'ai perdu 10 places dans le classement. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Rien à voir. Bon, trop bien. On va faire un bon petit tour. Ouais. On va se faire des petites recommandations avant de quitter. Elle veut pas dire les livres qu'elle lit, donc... Ouais, c'est vrai. T'es pas obligé de citer ces livres. Est-ce que toi, t'as un truc à nous recommander, Laura, déjà? Ouais, moi, je voulais recommander la chaîne YouTube de Sciences de comptoir de Valentine Delattre, qui fait de la vulgarisation en géologie. Voilà. Et elle a, tellement forte. il y a pas longtemps, sorti un épisode sur le lithium et un épisode sur les volcans. Est-ce que t'as tapé lithium volcan dans YouTube? Non, Sciences de comptoir, ça fait longtemps que je la suis parce qu'elle fait des vidéos humoristiques sur la géologie et elle adore faire des trucs où elle lèche des cailloux et ce genre de bail. Et pour vraiment être dans le cliché de la géologie. C'est notre cliché. Voilà, on prend. Hein. Voilà, et donc je la suis depuis très longtemps, je la suis depuis que je suis en thèse. Donc, et ça fait longtemps que je suis plus en thèse. Mais est-ce que t'as tapé lithium sur... Non, j'ai pas tapé, je suis allée voir les dernières vidéos et j'ai vu, tiens, c'est marrant, elle a fait un épisode sur les volcans et sur le lithium il y a pas longtemps. Ah, trop donc il y a 2 épisodes, si vous voulez aller plus loin, il y a l'historique du lithium et un épisode sur les volcans. Ouais, plus trop loin, génial. Ou avoir ne serait-ce qu'un visuel. Ouais, voilà, ça vous donnera mise en lumière visuelle en image de ce qui se passe. Voilà. Ouais. Trop bien, merci. Ah bah avec plaisir. Que tu critiquais mes recos là. Je critique pas, j'essaie de savoir comment tu les obtiens et voir si juste si la source est fiable. Je veux savoir si tu vas juste sur YouTube, tu tapes les mots-clés de la thèse et tu prends la première vidéo que tu... Non, en plus Sciences de comptoir, elle est au Frames, je l'ai vue. Okay. De loin, mais je l'ai vue. Super. Maëlys, est-ce que tu as une recommandation que tu veux... Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être du culturel, du n'importe... Non, mais juste à ceux qui font des thèses ou qui veulent en faire, qu'ils en fassent une, hein, qui se gênent pas. Ouais. On survit déjà. Ouais. Et puis c'est super comme expérience, franchement. La thèse, du coup. Ouais, bah oui, je considère, il y en a qui ont peur de la faire, mais il faut y aller. Ouais. Et ça sera jamais perdu qu'on continue en recherche ou pas. Hein. C'est une super expérience. On se fait quand même ses meilleurs amis là-bas, je trouve. Ouais, c'est vrai, on se fait plein d'amis en thèse. Non seulement il y en a qui ont peur, mais il y en a plein qui savent pas que ça existe. Donc c'est aussi pour ça que nous on fait ce travail-là. Bah oui, en fait, c'est une amie qui m'a dit mais ils font ça. Du coup, j'avais regardé. Vous avez quand même participé à ma rédaction de thèse, à savoir que je vous écoutais. Trop bien. Trop stylé. Elle m'avait dit mais tu penses pas à faire un truc en géologie? Il y a pas de géologie. Et on avait ri en disant si, quand on aura plus autant de travail, autant de soucis, potentiellement, enfin, on fera une. Mais oui, c'est sûr. Mais ce qui fait peur aux gens, souvent, ce que j'entends souvent en critique de la thèse, c'est se concentrer sur un seul sujet pendant autant de temps. C'est ça qui fait beaucoup peur aux gens. Alors qu'en fait, s'ils étaient sur un boulot, ils feraient la même chose. C'est-à-dire que c'est autant varié, même sur une seule question de recherche, vu que tu fais plusieurs manies, plusieurs choses, tu la traites de différentes façons. En soi, on s'en fiche. Oui, je pense qu'ils ont peur de la question unique, mais en fait, c'est comme quand les thésards, souvent, on a peur du travail unique quand on est en industrie, à faire tout le temps la même chose. Oui. Ouais. C'est juste deux visions, mais en fait, c'est très varié. Moi, j'ai jamais fait autant de choses, je pense, de toute ma vie, et c'est hyper stimulant intellectuellement.
Et en fait, on y arrive. Alors que c'est vrai qu'il y a des moments où on est très bas, on se dit c'est mort, j'y arriverai jamais. Mais en fait, on y arrive au bout. Et... Mais ça, faut pas mettre en opposition. De toute façon, les deux, peut y avoir des redondances qui sont redondantes, peut y avoir des boulots qui sont hyper variés dans le privé. Donc voilà, il faut. Mais avoir peur de ça, je pense que c'est pas une peur légitime. Pour ça, il y a plein de domaines où ça sera pas le cas, où ça sera pas redondant et ça sera pas. Le tout, c'est d'aimer. C'est un peu comme son boulot, il faut aimer son sujet. Enfin, moi, c'est ce que je recommande aux étudiants que j'ai. J'ai dit, le seul truc, c'est qu'il faut que le sujet, tu le portes, parce que tu le portes 3 ans. Que t'es directeur de thèse, il y en a, ça se passe moins bien que d'autres. Il y en a, c'est des super encadrements, t'es très heureux. Puis d'autres, moins bien. Mais le sujet, c'est ton sujet, ça va te définir quand même une partie de ta vie aussi, parce que tu auras ton nom associé à ça. Donc il faut au moins l'aimer et passer du bon temps avec ça, mais après, ça passe. Et même si on se sent bête à certains moments, en fait, on a tellement fait déjà de travail que... C'est clair. Trop bien. Et toi comment dire? T'avais pas réfléchi au recours, je sais. Non, j'en ai pas. J'en ai fait une dans l'épisode précédent et ça y est, je suis à sec. Et t'es à sec parce que c'est la seule chose auquel t'as pensé ces derniers 48 heures, c'est Expédition 33. Ça et le travail, mine de rien. C'est vrai que t'as travaillé. Est-ce que tu recommandes le digital nomade dans la salle Climb Up de Porte d'Italie? De travailler dans le Climb Up où c'était sympa, j'ai travaillé dans des conditions parce que hier acceptables. il était en télétravail puisqu'on était là hier pour un concert et on s'est calé dans une salle d'escalade de Porte d'Italie. J'ai fait ça aussi quand j'en veux plus du labo avec une amie. On fait les cafés, les bibliothèques ou les salles d'escalade aussi. Ça marche. Bon, en plus j'ai même pas eu le temps d'escalader parce que j'étais trop pris dans mon truc. Bref. Oui, je recommande. De toute façon, je recommande mon boulot. Moi, de manière générale, je le trouve super. Le boulot où t'es 100% télétravail. Oui, c'est top. Faites ça. Pas de collègues, pas de... Ça, c'est juste difficile à trouver, quoi. Et c'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est encore autre chose. Donc, je sais pas si... Mais oui, travailler à la salle d'escalade, c'est super. Si on met de côté le prix que ça demande de rentrer dans cette salle d'escalade. Voilà, le dire une bonne fois pour toutes. Nous avons un abonnement, on doit payer quand même pour rentrer. Bon, bref, c'est vraiment un sport de bourgeois. Et ce sera un des mots de fin du podcast. C'est un sport de bourgeois. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, Laura, si on a aimé cet épisode, par exemple? Eh ben, si on a aimé cet épisode, on peut mettre des étoiles sur les applications qui le permettent, genre par exemple Spotify, Apple Podcasts. Je sais qu'on peut mettre des étoiles. Vous pouvez mettre aussi des commentaires sous l'épisode si vous avez des questions en plus, si vous voulez juste dire que ça vous a plu, que ça vous a pas plu. Peu importe, c'est mieux si ça vous a plu quand même. Ouais. Après, bad buzz is still buzz. Parce que je sais maintenant que le commentaire le seul commentaire qu'on a qui est un mauvais commentaire, on en a qu'un seul, quelqu'un a dit pas ouf. Okay. Et ça fait quand même du référencement. Donc si vous êtes des haters du podcast, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, ça me fera quand même plaisir. Et j'ai tué Maëlys au passage. Ah non, moi, au labo, ils vont me tuer si j'ai ça. Je pourrais entendre parler pendant des mois. Mais non, mais ne mettez pas sur celui de Maëlys, mettez-le sur un autre épisode. Qui, par exemple? Je sais pas, les miens, si vous voulez. Ouais, à la limite. L'épisode 4 et l'épisode hors série 2, je crois. Si vous en avez un, c'est mon labo. Hein. C'est sûr qu'il y en a un, il va dire allez, pas ouf, Maëlys. C'est possible, du coup. Du coup, je l'ai dit dans ton épisode. On va arrêter d'en parler de ces commentaires, parce que sinon ça va revenir. Ça va arriver. Donc, vous pouvez mettre des commentaires sympathiques sous nos épisodes. Vous pouvez mettre des étoiles pour dire que vous avez apprécié le podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, où j'alimente le compte avec des clips extraits des audios. Je mets aussi, quand un épisode sort, je parle aussi un peu de vulgarisation scientifique, je repartage d'autres comptes, donc si vous voulez aller plus loin sur certains sujets, souvent je partage des choses dessus. On a aussi un TikTok qui est en train de se faire réalimenter avec les reels d'Instagram, si vous n'avez pas Instagram, que vous préférez TikTok, et une chaîne YouTube où, si vous n'écoutez pas sur les plateformes de streaming classiques, YouTube marche aussi. Ouais. Voilà. Trop bien, on te remercie vraiment. Merci à vous. Est-ce que ça t'a plu comme expérience? Oui, franchement, bon après-midi. Trop cool, ça nous Trop a fait bien. plaisir aussi. Et si t'as des collègues qui veulent venir, n'hésite pas. Je recommanderais, il y aura plus de géologie, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de neurosciences, j'avais appris pas mal de choses en neurosciences quand même. On a un petit biais de moi. On vient de là, quoi. Donc, je me suis demandé, parce que vraiment j'étais là, mais c'est vrai que j'ai appris en fait pas la neuroscience, la psychologie, j'avais tout. Ouais, mais parce que du coup, je viens de
neurosciences et j'ai encore accès à les contacts Oui. du Neurocampus où j'étais à Bordeaux, parce que je connais la personne qui gère toute la communication et du coup je peux recruter très facilement dans ce vivier. Et maintenant je suis en psychologie, du coup c'est pareil, toutes mes collègues de boulot, Et puis Bordeaux, petit à c'est petit, aussi une grosse ville pour la neuroscience. Ouais, c'est donc, clair. Oui, c'est ça. du coup oui, on a un énorme biais de quantité. Mais on est trop content de pouvoir élargir les domaines en Ouais, te c'est sûr. recevant. Mais je filerai le contact. Avec On plaisir. verra ça. Sachant qu'en plus, on s'est fait alpaguer parce qu'on enregistre là en sciences politiques. Et donc, du coup, on s'est fait alpaguer par des doctorants du laboratoire tout à l'heure qui se sont dit tiens, on aimerait bien venir aussi. Et donc, du coup, on peut potentiellement revoler cette salle pour enregistrer. À voir, ouais. On a oublié de les remercier dans le podcast dédié, donc c'est C'est quand vrai. même dommage. Eh bien, on remercie le laboratoire CERSA, du coup, de Panthéon-Assas, qui nous prête sa salle de réunion. Carrément. J'aurais Merci jamais à eux. cru collaborer avec Assas en même temps en géologie, c'est étonnant. Oui. C'est improbable. Non, mais en plus, ils sont partis. Du coup, on est vraiment dans la salle tout seul, dans le labo, tout va bien. Bon, trop bien. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode alors ? Ouais. Ok, À salut. bientôt. À bientôt.